Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette conférence de deuxième journée de Salon Pharmacosmétech. Je me présente, Sophia Bourdon, je suis en charge de l'animation du réseau au sein de Cosmétique Vallée. Et je fais une petite présentation rapide de Cosmétique Vallée, puisque c'est nous, Cosmétique Vallée, qui vous proposons cette conférence aujourd'hui sur le salon. Donc, Cosmétique Vallée, nous sommes un pôle de compétitivité qui est là pour accompagner la filière parfum et cosmétiques française dans différentes missions, des missions que ce soit R&D, export, business et montée en compétences. La filière cosmétique est une filière qui regroupe 3200 entreprises sur toute la France et qui constitue 246 000 emplois pour un chiffre d'affaires de 45 milliards d'euros. Et nous sommes bien sûr un des leaders dans l'exportation mondiale. Donc, Cosmétique Vallée est un pôle de compétitivité qui existe depuis maintenant 25 ans et nous sommes sur un déploiement France. Et nous couvrons en fait tous les acteurs de la filière qui sont sur la chaîne de valeur qui est en amont donc de la distribution, comme ils sont ici présentés sur la rosace, que ce soit des acteurs des matières premières, des packaging, des marques, des façonniers, des gens du test, et bien sûr aussi tout le volet recherche et formation, créant ainsi un véritable écosystème. Donc on anime ce réseau. Et on accompagne aussi des projets de R&D, des projets qui sont labellisés, puisque nous sommes pôle. Nous sommes aussi organisateurs de nombreux congrès scientifiques et nous avons développé aussi récemment une plateforme, un hub de l'innovation qui s'appelle le Beauty Hub, qui est à Chartres et qui est un accélérateur en fait, d'innovation pour les startups et les PME. Cosmétique Vallée est aussi présent à l'échelle internationale, puisque nous sommes présents sur des plus grands salons B2B de la beauté, que ce soit au Moyen-Orient, en Asie ou en Europe. Et nous avons notre propre salon aussi, qui est Cosmétique 360, qui est le salon de la filière parfum et cosmétique, le salon de l'innovation. Et cette année, il a lieu en virtuel. C'est le 12 et 13 octobre, en virtuel, et nous vous offrons exclusivement sur le salon des entrées gratuites pour vous y rendre. Donc n'hésitez pas à venir nous voir après la conférence pour le petit flyer ou alors sur notre stand A50. Cosmétique Vallée est aussi international par le développement d'une stratégie de partenariat international avec d'autres clusters cosmétiques partout dans le monde. Et finalement, nous avons ce volet montée en compétences, puisque nous sommes référencés Datadoc, nous proposons des formations liées à la filière. Nous avons aussi un département de veille et nous sommes également éditeurs de magazines et du magazine de la filière. Voilà. Donc je vais maintenant laisser la parole à notre expert du jour, Jean-Emmanuel Gilbert, qui est cofondateur de l'entreprise Aquacé, qui s'occupe aussi donc, de la partie développement, qui va intervenir sur un sujet qui est d'intérêt pour la filière parfum et cosmétique, puisque c'est le sujet lié à l'usine du futur, hein, et là, plus précisément, la digitalisation. La digitalisation est sur l'exemple de la gestion de l'eau. Voilà. Merci. Merci beaucoup et merci beaucoup donc au pôle Cosmétique Vallée de nous inviter à cet événement pour vous présenter nos activités en fait de digitalisation et plus particulièrement, puisque c'est notre métier, la digitalisation de la gestion de l'eau, qui va être un petit peu le thème d'application, mais bien sûr le sujet général c'est la digitalisation. Donc une petite introduction assez rapide sur digitalisation. En fait ça signifie quoi? J'ai un retour qui est pas... C'est bon? Ok.
Donc voilà, donc, tout le monde parle d'industrie du futur, d'industrie 4.0, et ça signifie en fait qu'on va avoir une multiplicité de nouvelles technologies qui vont interagir entre elles et qui vont permettre de développer de nouvelles applications, de nouveaux métiers. Alors à la fois des choses qui sont extrêmement concrètes, comme par exemple de l'impression 3D, des robots autonomes, et puis des choses qui relèvent plus de l'informatique, comme l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, etc. Dans ma présentation, ce que je vais appeler digitalisation, c'est plus particulièrement cette partie-là, qui concerne donc la donnée, c'est-à-dire donc, pour une partie industrielle, l'usine connectée. Alors pourquoi parler de digitalisation alors qu'on avait déjà de l'informatique ? Je prends un exemple extrêmement basique. En fait, on a eu pendant très longtemps des cartes routières qui étaient papier. Ensuite, on est allé sur des cartes routières qui étaient informatiques. Et puis maintenant, vous voyez que vous avez des assistants personnels de navigation qui ont des fonctionnalités qui sont très très différentes de ce que l'on avait avant. Y compris maintenant avec des fonctionnalités, des applications qui sont... On peut faire du covoiturage, etc. etc. C'est-à-dire, on va embarquer non seulement des nouvelles capacités de calcul, de visualisation, mais on va embarquer aussi plein d'autres applications qui sont assez différentes en fait du produit de base. Donc la digitalisation, ça va amener quoi ? La différence entre ce que vous pourriez avoir par exemple en informatique industrielle pour faire par exemple du contrôle-commande ou de la simple visualisation de données, c'est qu'on va avoir par exemple des interactivités qui vont être beaucoup plus importantes entre utilisateurs, entre systèmes, bien sûr toute la notion de temps réel, des systèmes qui sont extrêmement évolutifs, et point important aussi, des systèmes semi-ouverts. C'est-à-dire que le périmètre de collecte de data et d'interaction n'est plus uniquement celui de l'usine, mais peut être aussi, comme on le verra tout à l'heure dans le cadre de l'eau, des données qui viennent de l'environnement, des données qui viennent d'autres acteurs. Et c'est pour ça que je parle de système semi-ouvert. Ce n'est pas un système ouvert, mais c'est un système qui a des relations extrêmement étroites en fait, avec d'autres sous-systèmes. Un des points aussi qui est très important sur la notion d'usine connectée, c'est qu'on va commencer à récupérer des données qui sont extrêmement hétérogènes et en masse pour pouvoir faire des calculs complexes. Voilà un petit peu pour brosser le concept en fait, de digitalisation. Alors à partir de là, on pourrait se dire, oulala, mais c'est extrêmement compliqué, il y a plein de termes techniques qui sont complètement abscons, le deep learning, les time-stance series et compagnie. Et effectivement, ça peut paraître compliqué. Mais en fait, il y a plein de trucs qui sont extrêmement compliqués qu'on utilise tous les jours, comme par exemple tous les mots-clés là, que vous avez ici, en fait, c'est ce que vous utilisez au quotidien dans votre voiture. Donc en fait, en tant qu'utilisateur, vous n'êtes pas supposé subir cette complexité. D'accord ? Normalement, cette complexité de la digitalisation, elle doit être supportée par les systèmes eux-mêmes ou par vos prestataires. Mais ce n'est pas à vous de vous coltiner tout ce qui va être cloud privé, intelligence artificielle, etc. Bien sûr, si vous voulez le faire, vous pouvez aussi. Bon voilà, donc ça c'était juste pour quelques généralités sur ce que je vais appeler digitalisation en fait pendant ma présentation. Donc on va prendre le cas de l'eau, et la première question c'est alors pourquoi digitaliser la gestion de l'eau ? Bon, la gestion de l'eau, en fait, voilà. On est sur une planète qui est bleue, et donc on a pensé pendant très très longtemps que l'eau était illimitée, c'est-à-dire que les ressources en eau étaient inépuisables, inaltérables et quasiment gratuites. Et alors là, il y a un institut américain océanographique qui s'est amusé à quelque chose. C'est qu'ils ont représenté la totalité de l'eau sur Terre sous la forme d'une bulle. Alors, ils ont regroupé toute l'eau. Et donc, en fait, la plus grosse des bulles, ça représente le volume total de l'eau salée et douce sur Terre, ce qui fait quand même une sphère de 1400 km de diamètre. Donc c'est quand même notable. Ça fait moins que la Terre, bien sûr, mais on se dit c'est notable. Mais bien sûr, là-dedans, on a la quasi-totalité, ce sont des eaux de mer, des eaux salées. Si on prend uniquement les eaux douces, on a une sphère de 273 km de diamètre, ce qui est quand même non négligeable aussi. Mais bien sûr, dans ces eaux douces, il y a beaucoup d'eau qui n'est pas disponible, au niveau des pôles, au niveau des nappes profondes, etc. Et si on prend le volume total d'eau douce disponible dans les lacs, les rivières, et une partie seulement des nappes phréatiques, c'est la toute petite bulle que vous avez en dessous, et qui fait, elle, environ 56 km de diamètre. D'accord ? Donc vous voyez que cette notion de l'eau illimitée, etc., c'est vrai, mais dans la réalité, non. C'est-à-dire que au quotidien, la gestion de l'eau, selon où vous êtes, peut, si vous êtes par exemple au Canada, être dans des réserves qui sont effectivement assez importantes, et là, pour vous, il n'y a pas de problème, mais dans d'autres pays, c'est pas du tout le cas. Et là, le problème qu'on est en train de rencontrer tous, y compris en France, et on le voit dans les 3 derniers étés, c'est qu'on commence à avoir des épisodes de sécheresse qui sont de plus en plus importants, et donc la toute petite bulle, en fait, qui est présente ici, commence à être de plus en plus perturbée.
Donc les moteurs de cette transition hydrique sont d'abord, on va dire, d'origine environnementale sous la pression anthropique, c'est-à-dire le changement climatique, la dégradation des milieux aquatiques et la surconsommation. Changement climatique qui va vous changer en fait le rythme et l'intensité des pluies. Pour vous donner des ordres de grandeur, on va passer d'un été en France, que ce soit pour le bassin Adour-Garonne, pour lequel ça a été étudié, et Rhin-Meuse, donc le Grand Est, de 3 à 6 mois pour la période d'été. C'est-à-dire que la sécheresse va pas durer quelques semaines, mais va durer quelques mois. D'accord ? Ça, c'est la tendance. Bien sûr, ça veut dire que l'eau, elle n'a pas disparu, donc il va pleuvoir beaucoup plus pendant l'hiver, hiver-automne, et donc il va y avoir des phénomènes d'inondation. Dégradation des milieux aquatiques, la quasi-totalité en fait, des masses d'eau superficielles ou souterraines sont contaminées parce que depuis des dizaines et des dizaines d'années, on a rejeté tout type de substances. Ça, c'est un problème parce que vous pouvez tout à fait avoir de l'eau, mais si elle est de mauvaise qualité, c'est pas du tout la même chose pour vous en tant qu'industriel, et d'ailleurs pour vous en tant qu'individu. Autre problème qui se rajoute à ça, la surconsommation, dans le sens où on est dans une explosion en fait, des activités humaines en termes de population et surtout de concentration de ces activités. On va vers des mégapoles, mais le milieu naturel, il n'est pas élastique, et donc lorsque votre ville grandit, dessous, le milieu naturel, lui, il ne grandit pas à la même vitesse. Il ne grandit pas du tout d'ailleurs. Et donc vous voyez que vous allez avoir une déconnexion de plus en plus importante entre l'usage que vous souhaiteriez faire et puis la ressource en quantité et qualité disponible. Donc ça, ce sont les 3 grands moteurs. Il y en a un 4e qui se rajoute. Ah oui, j'ai oublié un petit détail. Si on zoome pour l'impact sur les industriels, on se rend compte qu'il va y avoir une problématique d'approvisionnement pendant les périodes de sécheresse, avec des conflits d'usage. Et comme le rappelait un des responsables de l'Adréal la semaine dernière sur une autre présentation, n'oubliez pas, industriel, que vous n'êtes pas prioritaire. C'est-à-dire qu'en cas de tension sur l'eau, les 2 prioritaires qui sont l'eau potable et les milieux naturels. D'accord ? Et donc, du coup, dans le Grand Est, l'Adréal est en train d'envoyer des lettres, en fait, pour dire, voilà, maintenant, réduction de 10%, réduction de 20%, mettez-vous dans un plan dans lequel on va vous demander quasiment tous les ans de réduire. Le deuxième point qui est important, c'est à avoir en tête, c'est que cette notion de contrainte, elle n'est pas uniquement sur la partie approvisionnement, elle est aussi dans la partie rejet. Pourquoi ? Parce que quand le milieu naturel, en fait, est à l'étiage, au niveau des rivières, c'est-à-dire le débit le plus bas, en fait, les rejets ne sont plus dilués suffisamment. Et donc, le milieu naturel ne peut plus supporter vos rejets. Et donc, l'Adréal dit, OK, vous allez limiter vos rejets aussi. Donc, vous pouvez tout à fait avoir de l'eau disponible en quantité, mais par contre, être bloqué de l'autre côté. Okay ? On a déjà, d'ailleurs, dans le sud-ouest, des autorisations de rejet qui sont liées directement à l'étiage, dans les textes. Et donc, vous subissez, en fait, ça. Le 4e moteur est complètement différent. C'est un enjeu économique, et je le présenterai de manière un peu plus détaillée tout à l'heure. Alors on pourrait se dire, oui, mais ça a quoi comme impact tout ça ? Alors au niveau global, et je ne donnerai que quelques chiffres, si ça vous intéresse, on en a plein. Au niveau mondial, donc les Nations Unies ont estimé en 2019 que 45% du PIB mondial et 40% de la production céréalière étaient en danger d'ici 2050. C'est énorme. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on utilise l'eau pour tout. D'accord ? On utilise l'eau dans toutes les activités industrielles, dans l'agriculture, etc., etc. Donc si on commence à avoir une inadéquation entre la disponibilité de l'eau et les activités humaines, ça va avoir des impacts qui sont énormes. Alors on pourrait se dire, oui, mais ça, c'est dans des pays qui sont lointains, avec un soleil qui tape et des sols craquelés. Et donc je conseille à chaque fois à tout le monde d'aller lire des rapports parlementaires, dont un qui est sorti en 2016, donc vous voyez, c'est pas récent, qui s'appelle Eau urgence déclarée, qui est un rapport du Sénat, d'accord ? Donc le Sénat a fait un rapport sur l'eau, et ils appellent ça Eau urgence déclarée. Et là, en juin 2020, vous avez un rapport de l'Assemblée nationale sur la gestion des conflits d'usage en France, ok ? Et je vous conseille aussi d'aller voir tous les rapports des agences de l'eau au niveau de vos bassins. Les perspectives, en fait, sont assez mauvaises, avec des durcissements en fait, des étiages, des problématiques d'inondation, etc., etc. Alors, on pourrait dire, oui, mais ça, c'est plus de degrés dans 2050, c'est loin, on est dans une tendance qui est mauvaise, mais in fine, c'est loin. Ça ne va pas du tout se passer comme ça, et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de vivre. Le problème, ce sont les aléas, ce sont les variations. C'est-à-dire que l'été prochain, si ça se trouve, ça sera 2 fois pire que cet été. D'accord ? Et donc, la problématique, en fait, pour l'eau, c'est que c'est un enjeu quotidien. La moyenne annuelle n'a aucun intérêt. Si vous avez beaucoup d'eau en décembre et rien du tout en juin, ça ne vous intéresse pas. Parce qu'en juin, vous ne pourrez pas tourner. En juin, on ne pourra pas arroser les champs, etc., etc. Donc, la problématique de l'eau, c'est sa disponibilité au quotidien, en quantité-qualité par rapport à vos usages. Et si pendant une ou plusieurs journées,
on vous dit, vous n'êtes pas prioritaire, vous ne pouvez pas en avoir, et bien à ce moment-là, ça va impacter directement votre prod. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu local, c'est-à-dire que l'eau, c'est un problème local, contrairement par exemple à l'énergie. L'énergie, vous avez un grand réseau en fait au niveau européen, et vous pouvez transbahuter de l'énergie électrique, etc. L'eau, ça ne marche pas. Enfin, vous pouvez le faire, mais ça va vous coûter énormément d'argent. C'est pas fait pour. Ok. Donc du coup, pour savoir dans quelle situation vous vous trouvez, la question c'est, ok, moi à mon niveau, quelles sont les ressources en fait sur lesquelles, dans lesquelles je dépends, quelle est la variation de ces ressources et quelle est la dynamique, la tendance dans les années à venir, et de la même manière, quels sont les autres usages qui sont autour de moi. D'accord ? Et c'est là où vous allez voir si, effectivement, vous pourriez y avoir des moments où ça se croise et, grosso modo, où vous allez avoir, où ça va vous impacter directement. Bon. Alors, je disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui est très important et qui est très mal connu par l'industrie, c'est que l'eau, ça coûte très très cher, contrairement à ce que tout le monde pense. Pourquoi ? Parce que nous, on préfère parler de coût global de l'eau. Coût global de l'eau, ben oui, parce qu'au fait, le coût de l'eau, c'est quoi ? C'est les factures sur lesquelles j'ai des mètres cubes avec des euros, des taxes, etc., etc. Et on dit, c'est ça le coût de l'eau. Ben en fait, non, parce que lorsque vous utilisez de l'eau, vous êtes obligé d'acheter plein d'installations, avec des capteurs, avec des gens qui les font tourner, tout ça. Ça, ce sont des CAPEX et des OPEX qui sont liés directement à vos usages de l'eau. Okay ? Donc ça fait partie du coût de l'eau. L'eau consomme beaucoup d'énergie, parce que vous avez des pompes, des aérateurs, etc., etc. La comptabilité analytique met ses dépenses d'habitude, généralement, dans le bloc énergie. Et nous, on leur dit non, c'est une dépense de l'eau. Si, par exemple, je réduis de 50% mes consommations d'eau, je réduis de 50% ma quantité de pompes, et donc la quantité d'électricité. Donc on voit bien que le levier d'action, c'est l'eau. Okay. Troisième niveau, l'eau est utilisée aussi pour l'énergie, pour les transferts thermiques, etc., etc. Et donc, si vous avez, par exemple, ici, une mauvaise gestion de la qualité de l'eau, ben, vous allez avoir une perte de performance, qui n'apparaît pas dans votre comptabilité, mais par contre, c'est une vraie perte aussi. Et en résumé, donc, l'eau, vous avez les coûts matières, les coûts directs qui sont vos installations, le personnel, etc. et tout l'impact que ça a sur votre prod. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'eau est utilisée dans la quasi-totalité des opérations industrielles. Pour laver, pour nettoyer, pour diluer, pour réchauffer, comme ingrédient, etc. etc. D'accord ? Et donc c'est un levier que, jusqu'à présent, pour des raisons historiques, en fait, sur lesquelles personne ne s'était vraiment trop engagé. Et nous, on pense qu'effectivement, et c'est ce qu'on démontre depuis de nombreuses années, c'est un levier qui peut être au contraire extrêmement important. Bien sûr, l'épaisseur en fait, de ces différents types de coûts indirects va dépendre de la taille de votre site, de votre activité, etc. etc. D'accord ? Ça, c'est une généralité. Vous pouvez lire à ce sujet-là, sur la partie purement économique, le rapport de Entreprises pour l'environnement, qui est sorti en avril 2018, qui dit bien qu'effectivement, toutes les actions sur l'eau, pour eux, sont rentables, réduisent les risques, etc. Et ils commencent en disant c'est rentable. Pourquoi ? Parce que quand on commence à vraiment faire des calculs, on se rend compte que si on prend au prix du mètre cube, le taux de retour sur investissement, c'est 10 ans, c'est pas ça. Mais en fait, si on commence à avoir un coût un petit peu environné, c'est extrêmement important. Donc, la stratégie d'efficacité hydrique, c'est pas simplement une action suite à une contrainte, c'est aussi un intérêt, en fait, pour vous, industriels, d'avancer dans votre performance. Alors à partir de là, donc on se dit, bon, il va falloir s'en occuper, parce que si on a moins d'eau, qu'elle a une mauvaise qualité, etc., comment est-ce qu'on va faire ? Et donc là, il y a un changement de modèle de gestion de l'eau qui amène justement à la digitalisation. Vous avez vu un petit peu l'ordre de grandeur de la taille de l'iceberg, en fait, qui est en train dans lequel on est en train de se précipiter. Et donc, c'est pas simplement en fermant un robinet pendant qu'on se lave les dents qu'on va résoudre le problème. Le problème, il est de bien plus grande ampleur. Donc du coup, faire mieux ne suffira pas, il va falloir faire vraiment différemment. Différemment, ça veut dire, dans certains de nos clients, ils disent « Ok, on veut réduire de 80% nos consommations d'eau. Hein. C'est pas à 5% l'an prochain. » Ils disent « Non, on va faire un truc radical, on va repenser notre stratégie eau, et comme ça, on va se mettre dans des conditions qui vont être en adéquation avec le monde qui est en train d'arriver. » Alors, jusqu'à présent, la gestion de l'eau, elle était principalement drivée par le traitement, c'est-à-dire en amont de votre process et en aval de votre process. En amont, pour pouvoir dire, OK, j'ai besoin de tant de mètres cubes par heure d'eau osmosée, de ci, de ça, ben, vous allez voir un fournisseur et puis vous installe le système, il vous alimente. Mais de la même manière, vous allez dire, ben, j'ai une telle contrainte en sortie pour mes eaux usées, ben, donc on vous met un traitement et puis on essaye de devenir conforme. Alors ça pose un problème parce que ça veut dire qu'on ne s'intéresse quasiment pas aux usages. On ne s'intéresse pas à la pertinence des usages, à leur efficience, etc. etc. Et donc la stratégie d'efficacité hydrique, le niveau 0, c'est d'abord faire la chasse aux fuites et au gâchis. Et alors je peux vous dire que là déjà, il y a énormément de gains à faire. Mais ça, donc, ça fait pas partie, je veux dire, c'est le b.a.-ba, que les gens font pas, hein, mais c'est le niveau 0. C'est pour ça que je dis, c'est même pas le niveau 1, c'est le niveau 0. Mais on s'intéresse quand même à ça.
Le niveau 1, qui est le vrai niveau, c'est d'agir sur les causes racines. Donc la question, c'est de savoir qui fait quoi à l'intérieur de l'usine avec l'eau. Quelles sont les opérations industrielles qui consomment, quelles sont les opérations industrielles qui rejettent, en quantité, qualité. D'accord ? Et à partir de là, une fois que j'ai identifié ces points de consommation et de rejet, je vais voir si, à leur niveau, je peux agir avec des procédés sobres, avec des stratégies de substitution, etc. etc. Je montrerai quelques exemples tout à l'heure. Deuxième niveau, j'essaye de réorganiser, de reconfigurer en fait mes flux d'eau. Pourquoi ? Je peux tout à fait mettre en place des systèmes de tri sélectif au niveau des effluents, de manière à sortir les phases qui sont les plus concentrées, donc j'ai plus à les traiter au niveau de la station d'épuration, de manière à récupérer des eaux claires, comme ça je peux les réutiliser, faire du recyclage, la réutilisation, etc. etc. Et puis bien sûr, tout ce que je ne peux pas éviter, je l'envoie dans la station d'épuration. Une fois qu'on a réduit, avec le point 1 et le point 2, qu'on a réduit la taille et la complexité du problème, on peut dire, oui, ok, maintenant, je vais m'intéresser à ce que je n'ai pas pu éviter, et donc là, je m'intéresse au traitement, et notamment à la performance de ces traitements. Okay ? Point très important, on ne peut pas dissocier quantité et qualité dans la gestion de l'eau. Parce que lorsque vous devez boire de l'eau, c'est par exemple 1 litre d'eau potable. Si vous devez nettoyer le sol, c'est 50 litres d'eau propre, etc., etc. Vous avez la même chose pour les opérations industrielles. Et donc, lorsque l'on veut commencer à comprendre ce qui se passe et dans quelle mesure il est possible de faire des améliorations, il faut toujours avoir une optique qui est quantité-qualité. D'accord ? Alors nous, notre métier, donc, on est à Coissé, on est une société principalement d'ingénieurs, créée il y a 5-6 ans maintenant. On est 25 en fait, basés à Limoges. Et notre métier, notre premier métier en fait, c'est d'être le médecin de l'usine. Donc on va faire un diagnostic, on va identifier tous les points d'amélioration, on va identifier tous les manques en termes de data, et on va aller rajouter des points de mesure, rajouter des analyses pour compléter. Okay ? Et à partir de cette diagnostic de base plus cartographie, on va identifier tous les leviers d'action, plus préconiser en fait des solutions. Et on va produire une vision complète et fonctionnelle du système eau. Donc sous la forme de process flow diagramme par exemple, faire des analyses de dynamique de consommation, vérifier par exemple si lorsque vous êtes en arrêt de prod le week-end, vous êtes vraiment en train d'arrêter de consommer de l'eau. Je peux vous dire que ce cas-là, il est assez rare, parce qu'il y a beaucoup de machines qui dans la réalité continuent à tourner, sont même pas ralenties, etc., etc. Donc là aussi, il y a beaucoup de gains qui peuvent être faits assez rapidement. On va faire des balances à l'échelle de l'usine, à l'échelle des ateliers, pour savoir si c'est à peu près équilibré. On va faire bien sûr des bilans pour identifier les opérations industrielles qui sont les plus importantes dans la consommation et les rejets. Et puis derrière, on va faire de l'analyse d'événements. Alors ça, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais ce qui est très important dans notre stratégie, c'est de comprendre les causes racines. Pour identifier l'impact des causes racines, nous allons identifier les empreintes des événements dans les réseaux. Parce que par exemple, lorsque vous avez une opération de nettoyage en place, avec par exemple pré-lavage, lavage 1, lavage 2, rinçage, vous allez avoir des conditions opératoires de température, de pH, de conductivité qui sont différentes. Et donc vous êtes capable, en suivant ça de manière multiparamétrique, d'identifier les empreintes et donc ensuite, sur par exemple une période de plusieurs semaines, dire telle opération représente 42% de la consommation d'eau, 12% de la DCO, etc., etc. Parce que vous avez identifié les événements et que vous avez relié les causes et les conséquences. Une fois que vous avez identifié les leviers d'action, vous pouvez avoir toute une ribambelle de possibilités d'action sur des procédés propres, la substitution, l'exclusion, etc., etc. Je reviendrai tout à l'heure encore sur quelques éléments. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est vraiment face à plein de possibilités. Et là, le choix de la bonne possibilité, ça dépend de la taille de votre usine, de votre process, des contraintes que vous avez, etc., etc. Un exemple très très simple avant de rentrer sur la partie pure data. Ici, on a par exemple un de nos clients, gros de la chimie, qui se retrouve entre autres non conforme en phénol, 100% du temps, mais il n'en fait pas rentrer sur son site et il n'est pas censé en fabriquer. Donc du coup, on fait ce fameux état des lieux diagnostic de base, on se rend compte qu'il manque des data, on fait une cartographie, on rajoute des points, on fait des mesures, on produit de la data notamment sur l'émergence du phénol. On s'aperçoit que 80% du phénol vient d'un atelier, avec une cinétique d'apparition qui est un peu particulière, on discute avec les gens, et on identifie que c'est une opération industrielle qui est chargée en fait de fabriquer un intermédiaire de réaction le lundi et qui est consommé jusqu'au vendredi. Okay, et donc cette substance se trouve être peu stable et donc se dégrade en phénol. Le phénol ne réagissant pas derrière se retrouve dans les effluents. Okay, donc dans la réalité, c'est leur opération qui crée le phénol. Une fois qu'on a identifié ça, c'est-à-dire l'aiguille dans la botte de foin, on discute sur des solutions ici organisationnelles, mais ça aurait pu être une autre solution.
Et la solution qui est trouvée par le client lui-même, puisque nous, ce n'est pas notre métier de fabriquer ça, il dit, en fait, je vais réduire la durée de stockage, c'est-à-dire je vais faire 2 prods dans la semaine au lieu d'une, et surtout, je vais réduire de 2 degrés la température de stockage. Donc, je réduis la cinétique de dégradation. Donc, immédiatement, je réduis de 40% la production du phénol, c'est-à-dire le flux de phénol en sortie d'usine. Donc, ils redeviennent conformes, ils ne peuvent pas éviter le phénol, puisque ça fait partie inhérente, en fait, de leur substance. Et sans mettre un copec, en fait, dans du traitement, et sans avoir remis des tuyaux, etc., etc. Une fois qu'on a fait ça, en fait, bien sûr, lorsqu'on fait le diagnostic, on identifie plein d'autres aspects, comme par exemple ici l'azote, la couleur, etc., etc. Il aurait pu y avoir les consommations d'eau, il aurait pu y avoir pas mal de choses. Bon, voilà un petit peu comment ça se déroule. On peut aller un peu plus loin, puisque là, vous voyez, c'est sur une opération industrielle. On peut aller un peu plus loin en disant, ok, mais à l'intérieur d'une opération industrielle, en fait, les effluents sont hétérogènes. Exemple extrêmement basique, je me lave les mains, quand je les rince, pendant les premières secondes, il y a le savon qui part, et après, j'ai des eaux claires. Donc, l'effluent de cette opération de lavage des mains, il est hétérogène. Je peux tout à fait faire la même analyse sur mes opérations industrielles et me rendre compte que, oui, cette hétérogénéité existe ou pas. Ici, on a fait des prélèvements, en fait, donc ce que vous voyez sur le cercle là, c'est des prélèvements, par exemple, toutes les 5 minutes en sortie d'une opération de nettoyage en place, chez des industriels laitiers. Du coup, c'est blanc, c'est pour ça qu'on a choisi ça. Et on voit que c'est hétérogène. C'est hétérogène, oui, pourquoi ? Parce qu'entre prélavage, lavage, rinçage, j'ai pas les mêmes conditions opératoires, donc je décroche pas les choses au même moment. Mais si on est là-dedans, on peut mettre en place du tri sélectif à la sortie de l'opération industrielle, et les phases qui sont les plus concentrées, on les sort. Les phases qui sont des eaux claires, on peut éventuellement les utiliser pour autre chose, et tout ce qui est intermédiaire, l'envoyer dans la station d'épuration. Alors, toute cette première partie, pour vous expliquer quoi ? Pour vous expliquer que l'enjeu technologique de la gestion de l'eau n'est plus le traitement, mais la gestion de la data. C'est-à-dire la compréhension de votre système. D'accord ? Si vous ne connaissez pas votre système de manière précise, vous allez subir, en fait, plutôt que d'essayer d'anticiper, d'essayer de corriger. Donc la problématique, c'est la production, gestion, interprétation de données. Pour disposer d'une vision globale, intégrée et fonctionnelle, globale parce que l'eau c'est un système, je vais vous donner un petit exemple extrêmement basique, et on avait des clients qui ont fait des réductions de consommation et qui ont fait de la chasse aux fuites, etc. Donc ils ont réduit de 20-30% leur consommation d'eau. Généralement c'est assez facile à faire au départ, moyennant quoi ils ont flingué en grande partie leur step parce qu'ils n'ont pas joué sur la charge en fait, de pollution qui était envoyée, donc ils ont envoyé des effluents beaucoup plus concentrés. La step, on est sorti des specs, paf, ça marchait plus, enfin ça déconnait tout le temps. Okay, donc vous voyez pourquoi ? Parce que en fait, l'eau c'est un système. L'eau c'est pas, c'est un système où on la prélève, on l'utilise, on la retraite, Et donc si vous agissez sur un des maillons, en fait, vous pouvez tout à fait déstabiliser en amont ou en aval l'ensemble de la chaîne. Bon, une fois qu'on a cette vision globale, on agit sur les causes racines, et puis après, on va suivre les performances, etc. Alors, techniquement parlant, le problème, c'est que la quasi-totalité de nos clients sont très mal équipés pour ce qui concerne la production et l'exploitation des données liées à l'eau. Pour la prod, c'est très bien. Pour l'énergie, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, mais pour l'eau, c'est assez rudimentaire. Généralement, c'est là où vous payez, c'est-à-dire en amont, vous avez un compteur, en aval, parce que derrière, il y a des contrôles. D'accord ? Et puis après, des sous-comptages selon les dispositifs. Mais par exemple, l'aspect qualité est complètement n'est pas suivi du tout. De ce fait, comme il y a cette absence en fait, de données de vision systémique, vous ne pouvez pas en fait, faire de stratégie de gestion de l'eau selon nous. Donc c'est là où, maintenant, depuis 5-6 ans, puisque nous, on voulait faire ce métier-là, il a fallu qu'on développe nos propres outils pour aller collecter la data, centraliser la data, faire des calculs métiers, etc., de manière simple. En caricaturant, plug and play, vous avez la Freebox, la Orangebox, machin compagnie, vous connectez ça, paf, ça se connecte tout seul, ça se configure, et puis après, ça envoie de la data. C'est pas magique, ça veut dire que toute la complexité, elle a été gérée par nous en amont. Hein. Le boîtier, il sait rien faire. Le boîtier, il fait ce qu'on lui a dit de faire. Donc voilà, donc ici vous avez maintenant à disposition des outils, que ce soit les nôtres ou ailleurs, qui permettent de collecter facilement de la data, de la centraliser, de faire des calculs, etc., pour des coûts qui sont ridicules. La data coûte plus rien, et même en électronique de communication, ça coûte plus grand-chose. D'accord ? Donc ça va permettre de récupérer des données qui sont issues de votre site. Alors là, je vais montrer de la production, de l'énergie, eau, gaz, maintenance, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, ça se décline. Mais aussi des données qui sont extérieures, comme par exemple ici, par rapport à l'eau, de la météo, des forages qui sont loin du système, etc. Point très important, c'est un outil d'analyse de données. Ce n'est pas du tout fait pour faire du contrôle-commande. C'est fait pour récupérer des données hétérogènes en masse. Alors hétérogènes dans le cas de l'eau, c'est particulièrement vrai parce qu'on a des données qui sortent des capteurs, des données qui sortent des installations, des données qui sortent de laboratoires sur des prélèvements ponctuels pour lesquels on a les résultats 3 mois plus tard.
je caricature, plus des déclarations du personnel qui fait son petit tour et qui, avec son pH mètre, dit aujourd'hui c'est 7,8. Enfin, vous voyez, c'est très hétérogène. En fréquence, en acquisition, en source, en modalité, en tout ce que vous voulez. Donc là, ce système-là permet justement de dire, OK, malgré cette grande hétérogénéité, j'ai la capacité, de manière extrêmement simple, à récupérer tout ça, le centraliser, faire des calculs. Mais ça n'est pas du tout fait pour faire du contrôle-commande. D'accord ? Je vais vous montrer les fonctionnalités les plus avancées sur ce système-là et vous comprendrez tout à l'heure. Alors vous pouvez le faire à l'échelle de votre usine et nous on le fait aussi à l'échelle de parcs industriels. Donc là, parmi les plus hauts faits de la société Aquacé, donc on a signé un accord de déploiement mondial avec le groupe Nestlé Waters sur la totalité de leur parc industriel au niveau de la prod, au niveau mondial. Et pour lequel, pour le coup, du coup, on va centraliser la totalité des datas pour le groupe Nestlé, sur un cloud dédié Nestlé. D'accord ? Ce qui permet d'adresser ensuite les différents utilisateurs, quel que soit leur niveau, les opérateurs au niveau de la station d'épuration, le responsable environnement, le directeur de prod, le directeur du site, mais aussi derrière au niveau mondial, parce que derrière, on peut commencer à faire des intercomparaisons entre procédés, entre sites, etc. etc. D'accord ? Bien sûr, pour la partie HSE aussi, la partie qualité. Point important qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, la norme ISO 46001, qui est justement dédié à l'efficience hydrique, c'est-à-dire en fait système de management de l'utilisation efficiente de l'eau, pour laquelle il est absolument indispensable d'avoir un système d'analyse de données, enfin de gestion de données. Voici un petit exemple maintenant dans les fonctionnalités dédiées, et notamment pour l'eau. Ça existe relativement peu parce que ça n'a pas du tout la même utilité pour l'énergie, par exemple, qui est l'identification des signatures, des événements. D'accord ? Et donc là, vous voyez, ce sont des modalités, dans ce que vous voyez, les barres en vert. C'est ce qui s'appelle une vue horizon, qui n'a pas été développée par Aquacé, qui a été développée au départ pour faire du suivi de flux financiers par un laboratoire américain, et que nous, on a utilisé, qu'on a réimplanté dans notre système, et qui permet d'avoir, sur chacune des lignes, en fait, vous avez un paramètre, par exemple le débit, la conductivité, le pH et compagnie, et n'importe quel type de courbe va être, pour faire très très simple, converti en code barre. Plus le pic était haut, plus vous allez avoir une intensité de couleur. Et donc, du coup, vous voyez quoi ? Des codes barres. Et donc, du coup, vous avez la capacité, visuellement parlant, alors que vous avez des milliers et des milliers de données, de commencer à dire, ça, c'est un événement qui ressemble à celui-là. Et après, vous les allez zoomer, vous allez faire des calculs pour comprendre. Parce que sinon, si on met tout sous la forme de courbe, le cerveau, juste, il explose. Donc, il dit, ici, on a identifié les événements par rapport à leur signature, on est capable de les corréler aux causes racines, etc. Et on est capable aussi de dire, mais ok, mais tel événement, il est sur 3 semaines, combien de fois il apparaît, il représente combien de mètres cubes, parce qu'on a une fréquence d'acquisition qui est ici à la minute, et donc vous avez vraiment les cinétiques des événements. Donc vous êtes capable de calculer énormément de choses sur ces événements. Alors après, d'un point de vue très technique, j'ai fait une simplification extrême, puisque c'est pas forcément l'objet du colloque, mais voilà, comment ça marche ? En fait, si ça marche, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que toute la complexité, elle est gérée en fait par votre partenaire, votre prestataire. Donc ici, quand je dis oui, on collecte toute la data, faut pas croire qu'on a un objet magique qui dit bah voilà, moi en fait je fais tout et compagnie. Donc non, on a différents outils qui adressent les différents besoins, d'accord, et qu'on met à disposition, qu'on configure et qui ensuite font le travail de manière automatisée. Quand on dit, ben voilà, j'ai un outil sur le cloud qui permet de gérer toutes les données, ben en fait j'ai un parc de bases de données, parce que selon l'utilisation que vous voulez en avoir à la suite au niveau des utilisateurs, si c'est du calcul intensif, la réactivité, etc., c'est pas les mêmes sources. Donc on a un parc de bases de données. Et ensuite, on va avoir toute une architecture informatique. Donc c'est pas un logiciel qui est installé chez vous, hein, puisque tout ça c'est géré en fait sur le cloud. Et vous êtes un simple entre guillemets utilisateur. Vous avez un nom d'accès et puis un mot de passe. Et c'est là où on va avoir en fait, des modes de visualisation métiers, comme par exemple celle que je montrais tout à l'heure, signature d'événements, des bibliothèques de modèles, on va avoir bien sûr toute la gestion des comptes utilisateurs, etc. etc. Alors à quoi ça sert ? C'est-à-dire concrètement parlant, les gens qui utilisent ça, qu'est-ce que ça a comme résultat chez eux ? Alors bien sûr, nous on est au départ spécialistes dans le génie des procédés, et donc on va s'intéresser de manière extrêmement précise en fait aux procédés de gestion, d'usage et de traitement de l'eau. Donc ici vous avez par exemple un traitement de filtre de défluoration, et on a commencé en fait à s'intéresser à ça parce que c'était un des très gros consommateurs d'eau sur cette usine-là et qui leur posait différents problèmes. Bon, sans rentrer dans le détail, ce que vous voyez c'est que on obtient, après avoir fait une analyse extrêmement précise du process, on le reconfigure et donc on a obtenu une réduction de 60% de la quantité d'eau utilisée par lavage, mais surtout une réduction du temps de régénération de 7 à 2 jours.
Donc, comme je le disais tout à l'heure, la question, le levier eau, c'est pas simplement pour réduire les consommations et les rejets, c'est que derrière, ça impacte directement votre prod. D'accord ? Donc là, on libère du temps machine, entre guillemets. On a fait ça aussi pour des choses qui sont extrêmement fréquentes sur les tours aéro-réfrigérantes. Donc là, il y avait des histoires de fuite dans les réseaux d'alimentation parce qu'in fine, c'était mal connecté, il y avait des eaux parasites qui rentraient, etc. Et donc là aussi, vous voyez que non seulement on va réduire et améliorer la performance réduire les consommations, améliorer la performance de la tour aéro-réfrigérante, mais ça a un impact direct sur l'approvisionnement fait en produits chimiques, puisque du coup, vous en consommez beaucoup moins. La même chose sur des nettoyages en place. Donc ici, c'est un petit exemple par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ici, vous voyez qu'on a carrément donc, identifié les phases. Ensuite, on a créé un modèle d'extinction de charges polluantes. Et on a dit au client, voilà, si vous voulez sortir 60% du problème, alors il peut y avoir différents types de problèmes. Hein. Ça peut être de la DCO, ça peut être de la tox, ça peut être des métaux, ça dépend de votre activité. En fait, on peut mettre en place un tri automatisé de l'effluent, et dans leur cas, on a sorti 90% de la charge polluante dans 7% du volume. Autant vous dire que la station d'épuration, parce que ça c'était la principale source en fait de DCO, la station d'épuration qu'il y a derrière, elle n'a pas du tout la même tête, elle subit pas du tout les mêmes charges, etc., etc. Parce que vous avez sorti le problème sous la forme de déchets liquides. Ça c'est un point extrêmement important. L'eau est utilisée pour transporter les déchets, ce qui est une aberration. D'accord ? Les effluents, les stations d'épuration sont là pour traiter des effluents liquides, pas pour traiter des déchets liquides. C'est pas la même chose. Et c'est pas parce que ça a un aspect liquide et que c'est plus facile d'évacuer avec l'eau. Alors c'est plus facile, hein. Mais en fait, les outils qui sont configurés derrière, normalement, ils ne sont pas faits pour ça. Ou alors, ça va vous coûter extrêmement cher, hein, parce que vous êtes obligé de tout surdimensionner, etc. etc. Voilà. Par ailleurs, si vous êtes, ce qui n'est pas forcément votre cas, mais peut-être il y en a dans la salle, industrie pharmaceutique, la principale problématique à laquelle vous êtes confronté, c'est la toxicité de vos substances. D'accord ? Parce que ce sont des médicaments. Nous, on a travaillé pour des chocolatiers, des gens de la cosmétique, mais on a travaillé aussi pour des gens de la pharma vétérinaire qui fabriquent des euthanasiens. La problématique, c'est pas la DCO. La problématique, c'est l'impact, la toxicité extrêmement élevée, parce que c'est l'objectif même de la substance, dans les effluents, enfin potentiellement, qui se retrouveraient dans les effluents. Pensez qu'il va y avoir un traitement de l'eau derrière qui serait une boîte magique qui éliminerait ça, c'est juste une vue de l'esprit. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intelligent de dire non, ces phases-là qui posent vraiment problème, je les sors, parce que là, je sécurise mon système. D'accord ? De toute manière, la réglementation européenne, d'après les infos que l'on a, va tendre vers du zéro rejet de substances actives. D'accord ? Bon, voilà, ça c'est un exemple. Ensuite, vous pouvez avoir des fonctionnalités plus avancées, comme par exemple, lorsque vous avez commencé à mettre en place de la digitalisation, c'est-à-dire récupérer tout ou partie des données sur différents périmètres, vous connectez tout ça, et puis vous arrivez à terme sur ce qu'on appelle un jumeau numérique du parcours de l'eau, sur laquelle ça vous permet de faire un diagnostic permanent pour faire de l'amélioration continue, mais aussi du calcul de dérive, l'identification par exemple des événements rares mais qui peuvent être importants, parce que c'est pas parce qu'on a fait nous une étude pendant 3 semaines qu'on a tout vu, bien sûr que non, d'accord ? Donc derrière, nous on met en place un petit peu ce diagnostic initial qui permet d'agir immédiatement et d'avoir des plans d'action, mais derrière, faut pas oublier que non seulement il y a plein de choses qu'on n'aura pas forcément vues, mais en plus votre usine elle va continuer à évoluer. Il va y avoir des nouveaux incidents, etc. etc. D'accord ? À partir de ça, vous pouvez avoir des vues qui sont complètement différentes, qui sont par exemple ici, water mapping, et donc là vous voyez en temps réel, alors avec des temps d'acquisition qui sont de la minute, hein, donc c'est extrêmement précis, mais en fait, l'eau va où d'un point de vue quantitatif ? Et donc vous avez la liste de toutes vos utilisations. Ici, on est sur l'embouteillage d'eau. Et donc, il y en a combien qui sont utilisés pour le lavage et qui partent en rejet. Il y en a combien qui sont utilisés dans l'embouteillage, il y en a combien, etc., etc. Et dès que vous commencez à avoir des dérives par rapport à une sorte de référentiel que vous établissez au bout de quelques semaines ou pour lesquelles vous avez déjà des valeurs, à ce moment-là, vous dites, tiens, c'est bizarre, je suis en train de dériver. Okay ? Bon, vous pouvez aussi faire, bien sûr, des choses beaucoup plus précises. Donc là, du génie des procédés. Donc là, par exemple, c'est une interface dédiée. On est assez fort, en fait, sur l'osmose inverse. Donc là, vous voyez que par rapport à des dashboards qui sont de suivi d'osmose inverse, en fait, c'est extrêmement complet. Hein, d'accord ? C'est pas simplement la température et la conductivité, ces 2 temps à la sortie, mais vous rentrez vraiment dans le calcul de type génie des procédés. À tel point que, par exemple, on fait des paramètres normalisés, le calcul des paramètres normalisés en temps réel. Parce que c'est ça, dans la réalité, qui vous dit, qui vous indique la performance de votre système. Et une fois qu'on a fait ce type de calcul, on peut commencer à appliquer différentes règles métiers
pour pouvoir préinterpréter des dérives et dire attention, là vous êtes en train de partir sur, par exemple, un colmatage sur tel étage, etc. etc. D'accord ? Et donc faire des préconisations aussi en disant attention, s'il y a ça qui est en train de se passer, vérifiez ça, ça et ça, et derrière les solutions possibles, ça serait voilà le type de solution possible. D'accord ? Alors ça, je vous le montre pour l'osmoseur, mais on l'a aussi pour d'autres procédés, le résine de change d'ion, etc., etc. Autre type de fonctionnalité avancée, donc vous voyez qu'on est vraiment très très loin du contrôle commande. Hein. Vous voyez que c'est vraiment pas fait pour ça. D'ailleurs, notre système, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, on est ISO 27001, donc on est complètement sécurisé. Et on est déconnecté en fait de l'usine. Parce que nous, en fait, on reçoit des données, en fait, on reçoit une copie des données d'intérêt, et c'est ces données d'intérêt qui sont processées pour présenter les résultats. Mais à partir de l'application web, vous n'avez aucun lien avec l'usine. D'accord ? Donc, on voit bien que ce n'est pas du tout fait pour faire du contrôle-commande, c'est vraiment un outil complémentaire. Donc ici, dans cette simulation de procédé en temps réel, eh bien, effectivement, tout ce que je viens de vous indiquer, les suivis de performance, machin, etc., vous avez des capteurs, par exemple, en entrée et en sortie, et puis là, vous faites toute l'analyse de fonctionnement tel que je viens de le présenter. On peut imaginer aussi que vous avez un modèle de ce procédé, un modèle descriptif ou un modèle statistique, peu importe. Et donc là, vous dites, à partir des données qui rentrent, qui me sont indiquées par le point de mesure en 1, je fais tourner mon modèle, je fais une simulation du procédé, et mon calcul me dit immédiatement, voilà, si le temps de séjour c'est de 1 heure, dans 1 heure, il y a ça qui va sortir. Avec bien sûr les marges d'erreur, etc. etc. C'est une simulation, c'est pas une prédiction sûre. Et ça va dépendre bien sûr donc de la qualité de votre modèle. Okay ? Jean-Emmanuel, juste oui. pour vous prévenir qu'il reste 5 minutes avant la session des questions très avec bien. la salle. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire de la prescription, c'est-à-dire réutiliser le même modèle, mais en disant, OK, si la sortie ne me plaît pas, à ce moment-là, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un résultat plus acceptable ? Et donc là, le calcul va dire, OK, si vous voulez rajouter 30% de poudre de perlimpinpin, augmenter l'agitation de 12% et compagnie, voilà ce que ça donnerait. Et donc on est dans la prescription. Voilà un exemple de ce qui est fait avec le SIAP, c'est-à-dire parmi les plus grosses stations d'épuration d'Europe, puisque c'est celle d'Acher en fait et de la ville de Paris. Et donc on voit ici dans une simulation prédictive le point d'entrée en fait à 16h19 qui est déjà issu d'un calcul. Et ensuite la qualité de l'eau, donc ici la DCO à 16h40, c'est-à-dire 20 et quelques minutes plus tard. Le niveau d'abattement étant de 34%, derrière simulation prescriptive, on dit si ça ne vous plaît pas, à ce moment-là, voilà comment vous pourriez procéder. Alors, comment le déployer ? Alors, on se rend bien compte dans tout ce que j'ai évoqué que la digitalisation, que ce soit sur l'eau ou sur n'importe quel type de sujet, c'est avant tout une démarche. D'accord ? C'est pas un truc que vous allez acheter, vous allez le mettre et puis ça va marcher. C'est pas du tout ça. Et la première étape, en fait, c'est pas du tout la technologie. La première étape, c'est l'intelligence métier. D'accord ? Et je vais faire un zoom là-dessus parce que pour nous, c'est la chose qui est la plus importante. Deuxièmement, bien sûr, ils vous font des solutions technologiques pour capter la data, pour la transmettre, pour la gérer, etc., etc. Et troisièmement, point très important, il vous faut une organisation et un accompagnement en interne. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans les différentes explications et cas que j'ai présentés, ça impacte toute l'usine. Ça impacte la prod, ça impacte la maintenance, ça impacte les utilités, etc., etc. Et donc, comme l'eau c'est transversal, il faut que vous mettiez en place en fait une organisation qui vous permette de manager un petit peu de manière cohérente en fait les différentes équipes. Alors pourquoi l'intelligence métier c'est ce qui est pour nous la plus importante ? Parce qu'en fait la question de dire comment est-ce que je vais faire pour centraliser la data, c'est pas d'abord c'est un enjeu technique, c'est pas une question. Et puis la vraie question c'est mais en fait c'est quoi comme données ? Par rapport à ce que je souhaite en faire, quelles sont les informations qui me sont nécessaires ? À quelle fréquence je dois aller les mesurer ? À quel endroit est-ce que je dois mettre les capteurs ? Quels sont les types de capteurs que je dois mettre ? Quelle est la fiabilité que je dois associer à ces capteurs, etc., etc. Et ça, c'est de l'intelligence métier. Ça vient en amont du diagnostic de quel est votre besoin. Et donc, du coup, comment est-ce que vous allez devoir vous équiper ? D'accord ? Le deuxième point qui est extrêmement important dans l'intelligence métier, c'est OK, maintenant, je considère que j'ai des datas qui sont pertinentes et compagnie. Super. Qu'est-ce que j'en fais ? Si je ne suis pas capable de les interpréter, c'est comme si vous allez dans un laboratoire d'analyse médicale, ils vous sortent une ribambelle de chiffres, et il n'y a pas de médecin pour vous dire si vous êtes malade ou pas. Pas de médecin pour vous dire ce qu'il en pense, et qu'est-ce que vous pourriez faire s'il y a un problème. Donc en fait, la notion d'interprétation, et donc dans notre cas, une partie de l'intelligence embarquée qui est dans le système, c'est ça qui donne la valeur, en fait l'utilité. Et il y a un troisième point qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est comment transformer ces données en action.
C'est-à-dire comment, puisque nous, c'est un système d'assistance, c'est un assistant personnel, de la même manière qu'on a un assistant personnel maintenant pour en voiture, ben, c'est un assistant personnel pour des responsables, des opérateurs. Comment ces gens-là, à partir de l'assistant personnel, vont pouvoir mettre en place des actions qui seront opérationnelles. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail sur l'interface. Ça veut dire aussi que si vous voulez commencer à déployer ça, par exemple ce qu'on est en train de faire avec le groupe Nestlé Waters, ben ça veut dire que vous avez toute une organisation qui dit « Ok, on part de là, on va là, il y a des équipes projets, etc. etc. » Si on le fait à l'échelle d'une usine, c'est nettement moins lourd, bien sûr. Et dernier point, comment est-ce que nous, on préconise de faire? Premièrement, progressivité. C'est pas la peine de partir en disant je vais digitaliser mon usine. Ça ne marchera pas, beaucoup trop compliqué. Il faut dire à quel endroit, par quoi je vais commencer. D'accord? Alors, nous, on a des clients qui disent ok, moi, aujourd'hui, je fais les tours aéro-réfrigérantes. On fait les tours aéro-réfrigérantes, on met en place les calculs, etc., etc. 6 mois plus tard, maintenant, on met les osmoseurs. Maintenant, on met les nettoyages en place. Maintenant, on fait ci, clac, clac, clac. C'est la progressivité. Point extrêmement important aussi, l'utilité. Vous voyez que, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui est une coopération. Donc on va solliciter aussi du temps de vos équipes. Idéalement, si ça leur est utile, ça va leur permettre d'être beaucoup plus actifs, de dégager du temps et compagnie. Donc dites à quel endroit, par quoi je commence, idéalement par un clou dans le pied. Parce que du coup, les équipes vont être extrêmement motivées pour dire « Ah bah oui, et c'est pas un Xème système qu'on me met sur le dos avec des nouveaux trucs. Non, non, ça va m'être utile, donc je passe du temps. » La préparation, la digitalisation, ça nécessite de se poser pas mal de questions en fait en amont. Et donc vous avez probablement des sites qui sont avancés, des sites qui ne le sont pas. Si vous êtes un groupe avec multi-sites, commencez par les sites qui sont avancés. Ça permettra de faire du partage d'expérience avec ceux qui ne sont pas suffisamment avancés. Et puis, je réinsiste là-dessus, et c'est le dernier mot, la collaboration au départ. Comme c'est un projet qui est transversal à la fois pour l'eau et la digitalisation, donc la digitalisation rajoute toutes les équipes IT, avec toute la problématique de la sécurisation des données, etc., ce qui est tout à fait normal. Et donc ça, c'est un vrai point important. Et je vous remercie, j'ai 1 minute de retard. Merci beaucoup. Merci Jean-Emmanuel pour cette belle présentation. Avant de... Enfin, non, pas avant. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation pour aller un petit peu plus loin, des interrogations? Non. Alors, bon, bah, on va poser une petite question. Donc, on peut se poser la question. Donc là, on a vu la gestion de l'eau. Et dans quelle mesure est-ce que ça peut être duplicable sur d'autres sujets, en fait? Par exemple, l'énergie. Voilà. Est-ce que... Totalement duplicable en fait. Et d'ailleurs, on a des clients qui maintenant commencent par l'eau parce que c'était le clou qu'ils avaient dans le pied. Puis voyant le système de collecte et de gestion de la data, disent bah, est-ce qu'on peut rajouter des données énergie? Bah oui, vous rajoutez de l'énergie. Vous voulez rajouter des données air comprimé? Bah oui, etc. Des données de prod? Bah oui, etc. etc. D'accord. Bien sûr, à chaque fois, ce sont des données par rapport à un objectif. Ils disent pas tiens, on va tout stocker puis après on verra. Non, non, j'ai un problème. Est-ce que ça peut nous aider? Okay. Si ça peut nous aider, quel est le périmètre de data qu'il faut copier? C'est ça, quels sont les calculs, etc., etc. Donc, on peut le faire à peu près pour tout. Dans notre cas, notre intelligence métier, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, la capacité à préconiser des points de mesure, à préconiser une interprétation et des modalités de présentation, c'est lié à l'eau. Si, et on a déjà des clients qui font ça, disent « Ok, nous, on voudrait faire l'énergie, voilà les calculs qu'il faudra faire. » Bon, bah, notre système, c'est une machine de guerre pour faire des calculs, ça va le faire. On peut tout à fait aussi dire bah, on prend un prestataire extérieur qui a cette intelligence métier et on l'intègre directement dans notre outil. Donc, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez dupliquer pour tout, y compris pour des choses extrêmement compliquées, puisque c'est quand même des outils qui sont extrêmement performants. Hein, faire une digitalisation du groupe Nestlé Waters, c'est... c'est pas une mince affaire. Voilà, c'est pas une mince affaire. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que cela suscite d'autres interrogations sur ce thème? Non. Bon, bah écoutez, très bien. Bah, on vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette conférence. Merci beaucoup, Jean-Emmanuel, pour votre présentation. Je vous rappelle donc nos 2 événements Cosmetic Valley, Cosmetic 360 en version digitale avec le petit code de gratuité pour accéder en tant que visiteur sur cette plateforme virtuelle. Et puis notre grand événement qui est les états généraux de la filière parfum et cosmétiques qui aura lieu en physique à Paris
Sorbonne Université le 15 octobre. Voilà, donc en distribution libre. Et puis, si vous avez des questions sur Cosmetic Valley, stand à 50. Et vous, Jean-Emmanuel, à quoi c'est? Quel stand? Je manque à toutes mes obligations. Nous sommes sur le stand E36 en compagnie du groupe Ponticelli qui est un de nos partenaires. Voilà, de manière à coupler un petit peu tout ce que je vous ai présenté avec tout leur métier, de manière à pouvoir accompagner aussi nos clients sur la totalité du besoin, c'est-à-dire aussi dans la réalisation en fait, des opérations derrière, des préconisations d'action, puisque le groupe Ponticelli intervient à la fois de l'ingénierie, sur la construction, sur pas mal d'activités en fait. C'est un groupe qui est assez important. Et nous sommes particulièrement heureux de les avoir comme partenaires. Voilà. Parfait. Donc, si vous voulez poursuivre des échanges sur ces thématiques-là, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes à votre disposition et je vous souhaite une bonne journée et un bon salon.